Alain Cardon, 69 ans, le 5 mars bientôt, donc poisson de mon état. Né en Algérie, élevé en Égypte, on en parlait tout à l'heure, donc 16 ans en Égypte, de l'âge de 2 à 18 ans, à une époque coloniale et post-coloniale, Nasser, etc. Il faut mettre ça dans un contexte historique, je suis presque un dinosaure d'une autre époque. Donc marié plusieurs fois, des enfants qui aujourd'hui ont 39 et 41 ans bientôt, et puis remarié donc avec une femme qui aujourd'hui qui est roumaine et qui fait que je vis actuellement entre deux pays. Enfin, nous vivons ensemble entre deux pays en faisant des allers-retours, 2 semaines ici, 2 semaines là, entre la France et la Roumanie. 2 sociétés, donc 2 activités, sachant qu'il y en a une troisième, le tiers 50% est dans d'autres pays, qui ce printemps, j'espère, vont m'emmener jusqu'en Argentine, Istanbul, Bratislava, etc. Donc il y a divers autres voyages. On est une famille un peu comme ça, génétiquement. Ma grand-mère est née à Madagascar, ma mère était elle-même née en Égypte. Donc on est une famille un peu atypique pour l'époque, ce qui m'a très tôt mis dans un esprit de réseau international par la structure familiale. Donc ça on pourrait dire, quand j'en parlais à mon psy, il trouvait mon pauvre, j'ai mal barré. Et en même temps, c'est plein de potentiel. Ouais. Ça m'a préparé à vivre une vie différente. Alors pour moi, je trouve que tout le monde a un héritage. On peut dire qu'il est mauvais et regretter de ne pas avoir un autre, ou on peut dire qu'il y a énormément de potentiel et essayer d'en tirer toute la substance. On n'est pas venu là par hasard, on n'a pas cette formation initiale par hasard. Donc je trouve que j'ai été très tôt formé par la force des choses. Très vite, je me suis rendu compte que c'était plus efficace de travailler dans des équipes réelles avec hiérarchie, plutôt qu'à saupoudrer à des personnes qui ne savaient pas dans la même salle. Donc j'ai commencé à travailler dans la même salle avec des systèmes réels, parce que je trouvais que ça apportait plus de résultats. Je me suis tombé dedans un peu par hasard. Puis je me suis rendu compte d'après que c'était ce qu'on appelait la thérapie familiale, etc. Donc des approches systémiques, où j'ai vraiment développé toute une recherche conceptuelle et pratique dans comment accompagner des équipes comme des systèmes vivants, fourmilières, machin, etc., en cherchant en travail analogique. Et au début des années 2000, des gens disaient que j'étais coach systémique, ou coach d'équipe, ou coach d'organisation. Moi, ça ne me déphasait pas plus que ça, mais un jour, l'International Coach Fédération m'a appelé pour me demander de présenter mon travail. Je leur ai dit, je ne suis pas coach, c'est pas grave, racontez ce que vous faites. Et du coup, je les ai rencontrés, et j'ai trouvé que c'était une communauté intéressante. L'esprit suivait un petit peu mon cheminement à moi, presque instinctif ou intuitif. Et du coup, depuis, j'ai passé les examens de l'International Coach Fédération et je suis, officiellement, je peux dire que je suis coach parce que j'ai passé des examens. Ouais, le mot, pour moi, est intéressant, les mots sont intéressants. L'accompagnement, ça vient de compagnonnage, ça vient de compagnon. Autrement dit, c'est d'un dialogue équitable entre 2 personnes paritaires qui s'accompagnent l'un l'autre. Donc quand on est dans un métier d'accompagnement, il faut toujours savoir qu'on est accompagné par celui qu'on accompagne, sinon c'est pas de l'accompagnement, c'est de la direction. Il faudrait utiliser un mot plus approprié, on dirige ou on se co-accompagne. Alors dire co-accompagne, c'est redondant, parce que de toute façon, si on s'accompagne, c'est un co-accompagnement. Donc je trouve que les métiers d'accompagnement mériteraient d'être bien posés dans ce contexte, et en tout cas le coaching le fait. C'est-à-dire que si on n'est pas conscient qu'on attire les clients dont on a besoin pour se remettre en question, et que le cheminement est ensemble ou pas du tout, c'est un type de cheminement particulier. C'est ça pour moi le métier d'accompagnement. C'est pas je sais des choses et je vais te les dire.
on se tous les deux les choses et on va s'accompagner. Ben, l'accompagnement, c'est à la limite, c'est faire une recherche sur soi par client interposé. Donc c'est accompagner l'autre dans son développement, mais en fait c'est s'accompagner soi-même. Ça rejoint des tas de choses qui me sont proches en termes d'approche système ou de mécanique quantique ou de physique, c'est-à-dire il n'y a pas de dehors là-bas dehors. Donc de dire que j'accompagne un client, c'est une illusion, c'est moi que j'accompagne à travers le client et vice-versa. Oui, en s'amusant. En s'amusant. Oui. Je peux raconter une histoire, parce que souvent les histoires sont plus parlantes, alors je la raconte d'autant plus volontiers que c'est pas mon génie, mais c'est le génie d'un copain dans le sud qui s'appelle Claude Arribas, qui est aussi coach et qui me dit voilà ce qui s'est passé. Puis, on peut tirer la chose plus loin, mais il travaillait avec un groupe de managers sudistes comme on en connaît, c'est-à-dire qu'ils parlent tous en même temps, ils ne s'écoutent pas, c'est la foire dans le poigne, celui qui gueule le plus fort et tout. Donc, comment intervenir là-dedans? Alors, un jour, il est venu et il avait des caches visuels Air France. Et il a distribué à chacun un cache visuel en disant vous êtes en plein milieu de la réunion, maintenant vous mettez ces caches et vous continuez la réunion. Alors c'est très intéressant parce qu'il intervient sur un sens qui n'est pas celui qui pose problème. Celui qui pose problème, c'est que tout le monde parle tout le temps, donc il ferme les yeux. À partir de là, c'est vraiment le bordel pour tout le monde. Donc au lieu de leur dire de s'écouter, il les empêche de se voir. À partir de là, ils sont obligés de commencer à se manager autrement pour s'entendre. Donc ils ont commencé à se manager au cours d'une réunion, et ils ont eu plus de résultats dans cette fin de réunion qu'ils n'ont jamais eu dans aucune de leurs réunions. Pourquoi? Parce qu'ils ne se voyaient plus et ils s'écoutaient. Donc c'est pas la peine de leur dire « écoutez-vous », on intervient ailleurs. Ça c'est le levier indirect systémique. Alors on peut imaginer que l'étape suivante, c'est de dire « ok, prochaine réunion, vous mettez tous les caches », au bout d'un moment, on permet à 2 personnes de les enlever. Ces 2 personnes vont probablement commencer à être parlées, mais les autres vont les encadrer. Donc ils vont apprendre à s'auto-encadrer dans leur temps de parole. On enlève 2 autres caches. Ceux-là vont commencer à se dire « ok, il faut respecter ceux qui ne voient pas ». Et petit à petit, donc, on bouge le curseur jusqu'à ce que tout le monde ait appris à s'encadrer et il n'y ait plus personne qui ne voit pas. Donc ça, c'est de la méthode d'apprentissage un peu con, par un mode opératoire qu'on s'amuse à changer avec un curseur. On ne va pas leur dire « il faut vous écouter, il faut arrêter de parler. Continuez votre réunion, mettez ça, c'est tout ». C'est pas que je prends de l'action, le coaching est centré résultat, action, avenir, solution, mouvement, positif, mais il n'est pas centré passé, analyse, problème, drame, tout ça on s'en fout. Donc d'analyser quelque chose ne l'a jamais résolu. L'analyse par définition, on pourrait dire, c'est presque... il faut découper en petits morceaux, il faut disséquer. Donc il faut tuer le truc pour le disséquer, parce qu'il ne va pas rester vivant quand on le dissèque. Donc disséquer quelque chose, c'est l'approche analytique. Il faut tuer et découper, et on va tout comprendre dans le détail. Or, on perd de vue l'ensemble, et puis on perd la vie. Donc c'est beaucoup plus intéressant de se dire comment je vais nourrir le machin pour qu'il se développe, etc., vers la solution. On ne va pas disséquer, on ne va pas négliger. Alors, je vais donner un autre exemple. J'aime bien procéder par exemple, parce que c'est beaucoup plus réel. J'ai un client qui s'occupait, c'est dans le marketing, qui s'occupait d'un produit. Il était très bon. Il a été promu dans la gamme de produits. Mais dans cette promotion, il devait continuer à encore s'occuper un peu d'éléments du produit pendant que le nouveau arrivait. Donc il était à la fois dans une promotion, mais encore son patron. Il avait 2 postes. Et en parallèle, comme il avait un esprit assez bon au niveau net, etc., on lui a demandé de s'occuper au niveau de l'ensemble de l'entreprise, donc toutes les gammes de produits, de tout ce qui était Internet. Dans le
le sens communication online et tout, c'est pas Internet technique, mais plus, on pourrait dire marketing et communication, mais pour l'entreprise. Et ça en fonctionnel. Donc il était dans un produit, dans une gamme de produits, et l'ensemble des produits. C'était sa promotion. Vous venez de le négocier. Parallèlement, il quittait un appartement qu'il avait à Paris. Et il avait déménagé sur une maison en banlieue. Et on se rencontre. On dit oui, ton déménagement, ta maison, papote, en racontant des coups sociaux, c'est au niveau, bon, je veux dire social, quoi. Et il me raconte sa maison, alors bon, comment il l'emménage, ils ont d'abord fait cuisine, le premier étage il va la laisser aux enfants, il installe sa chambre à coucher sous les combles, entre-temps bien sûr le bureau n'est pas prêt, donc le bureau est dans la chambre à coucher sous les combles. Un peu plus tard, il me parle donc de ses promotions. Je lui dis, écoute, quand tu me parles de tes promotions, j'ai l'impression que tu me reparles de ta maison sous le même truc. Parce qu'il y a 3 étages, tu me dis où tu vas laisser l'étage du milieu aux enfants, la chambre à coucher de ton bureau. Quels sont tous les parallèles entre ce que tu me racontes d'un côté et ce qui se passe de l'autre? Et tout d'un coup, il a arrêté. Il a sorti son iPad, il a commencé à se faire un paquet de notes et tout. On était à un café à l'extérieur, j'ai pu fumer mon cigare tranquillement, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, mais il y a un paquet de trucs dans ce que tu m'as raconté là comme truc. Lui-même faisait tous les parallèles. Je ne vais pas parler de fractal. Je dis simplement, tu me racontes un coup ici et là, et je vois des tas d'associations, alors je dis n'importe quoi, mais c'est marrant quand même. Mais il commence à faire son travail. Et puis après, j'ai posé des questions. Sur ton boulot, les fondations pas solides, c'est quoi? Tout le côté politique, parce qu'être comme ça sur 3 niveaux et tout, il commençait à être l'homme inflingué. C'est-à-dire, tout ce qu'il disait sur la maison avait un autre sens si on disait qu'il parlait du boulot. Voire tout ce qu'il dit du boulot a un autre sens si on dit... Donc, les gens se racontent tout le temps, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils mettent du contenu. Alors que c'est la forme qui compte. Il vient d'être promu d'un espace plat, un appartement, à un truc à 3 étages, sans fondation. Il ne faut pas être sorcier pour comprendre qu'il parle d'un autre truc. Moi, j'écoute des choses que les gens véhiculent dans leur discours qui sont de l'ordre de la forme. Dans le contenu, pareil. La forme, c'est la fractale. On peut émettre différents contenus, différentes couleurs, un fractal. Dans le genre, je veux dire, ce qui différencie principalement l'homme du singe, c'est le sens de l'humour. Donc, pour se faciliter la vie, il faut quand même apprendre à rire de tout ce qui vient. Prendre les choses à la légère. Il y a une citation que j'aime bien, alors je ne sais pas d'où elle vient, c'est un dicton. C'est le temps ne respecte pas ce qui est fait sans lui. Je trouve que c'est beau. Si on veut que le temps respecte des choses, il faut prendre le temps de les faire. Il faut le faire avec du temps pour que le temps le respecte. Je ne pense pas dans ces termes-là. Autrement dit, il n'y a pas une philosophie ou une religion, un machin, etc. Mais en gros, on est là pour découvrir pourquoi on est là, en quelque sorte. Il y a un truc... moi, j'aime bien l'exploration. Je trouve qu'on peut commencer à explorer l'extérieur, donc faire le tour du monde, etc., s'aligner pour être un des premiers qui va monter dans le truc qui fait le tour de la Terre à $1 million, ou je ne sais pas combien. Bon, je vois pas l'intérêt. La vraie frontière, elle est intérieure, elle est perceptuelle. Je vois pas comment, entre guillemets, l'intelligence artificielle ne va jamais capter ce qu'on est capable de capter. Jamais. Donc finalement, c'est explorer. C'est explorer et on a un potentiel, mais exponentiel, qu'on n'a même pas commencé à toucher en termes de capacité
perceptuel et peut-être même plus sensoriel, etc., etc. Il y a des choses qui se passent quand on explore dans la respiration, la méditation, des trucs qui sont des expériences qui sont reproductibles, qui sont programmables. On peut faire des choses, mais qui ne sont pas de la vie de tous les jours. Là, le travail avec les fractales, c'est qu'on peut presque prévoir ce qu'on va voir, ce qu'on va trouver sur ce chemin. On peut presque prévoir le provoquer. Et donc on commence à voir, enfin pour moi, ça devient par moments freaky. C'est pas possible, ça me fout des frissons dans le dos. Je le vois, je le sens. Il y a des choses où je vais dire quelque chose à quelqu'un, et il va dire comment tu sais. Je dis je sais pas, ça m'est venu comme ça. Alors c'est pas comme ça, il y a quand même un paquet d'éléments mécaniques d'ensemble sur, on pourrait dire, d'horlogerie ou de cohérence dans l'ensemble, où je capte des éléments et je construis l'image. Et donc je vais dire quelque chose et je vais dire comment tu sais. Donc j'ai capté des éléments d'image épars et j'ai construit une image. Mais c'est comme ça qu'on voit avec nos nerfs optiques. On ne voit pas tout. Le cerveau construit l'ensemble à partir de 2-3 trucs. Ça dépasse la réalité physique immédiate. C'est ne jamais laisser passer une intuition la plus petite soit-elle, inaperçue, et partir du principe qu'elle est juste. C'est-à-dire, j'ai une impression, je réagis tout de suite, je ne me censure pas, je fais comme s'il était juste, je le dis. Les 3/4 des gens ont des intuitions, je trouve, tout le monde a de l'intuition fulgurante, mais la balaye, l'entend même pas, la regarde pas 2 fois, et après dira, ben, j'en ai eu l'intuition. Mais sur le coup ne l'a pas relevé, ne l'a pas validé, et du coup le muscle se détériore. C'est-à-dire que si on n'utilise pas une certaine capacité de synapse, ben les synapses ne se développent pas. Si on utilise des capacités de synapse, mais à fond tout le temps, elles se développent. Donc ça devient une réalité synaptique. Ce qu'on appelle l'intuition n'est que écouter un certain nombre de connexions synaptiques qu'on a développées. Il y a quelque chose que je trouve très très intéressant et qui est dit, c'est-à-dire le diable se cache dans les détails. Donc pour avancer, il faut prendre très au sérieux les petits détails de la vie quotidienne, parce que le diable se cache dans les détails. Mais les gros trucs qui sont super dramatiques, il faut les prendre à la légère. Autrement dit, tout ce qui est lourd, il faut le prendre à la légère, et tout ce qui est léger, il faut le prendre avec sérieux. Les petits détails de comment on répond à quelqu'un, comment on respecte, je sais pas, quelqu'un qui vient te servir à table, comment tu le regardes, comment tu lui dis merci. Ça, c'est super important. Hein? C'est les petits détails de la vie quotidienne. Là, tu te crées un contexte général qui va te permettre, quand les trucs sont super lourds, de les prendre avec légèreté. Donc c'est dans le paradoxe. Beaucoup de gens prennent des trucs lourds avec drame et prennent des détails comme insignifiants. C'est intéressant de faire le contraire, juste pour voir.